14 personnes tuées en Ituri. Les victimes, principalement des agriculteurs, ont été exécutées alors qu'elles se rendaient au champ dans la localité de Mazé. Il s'agit des déplacés hébergés sur le site de Ro en Ituri, tués ce jeudi matin lors d'une attaque attribuée à la milice Codeco. Lutter contre le virus Ebola, le pays a totalisé 5 jours sans nouveau cas enregistrés. Déclaré depuis le 4 septembre 2025 par le ministre de la Santé, la République a à ce jour enregistré 53 cas confirmés, 42 décès et 13 guéris. Une mise au point de la situation a été faite ce jeudi par le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique, Christian Gandou. Et au Maroc, ce sont les premiers décès signalés depuis que d'énormes manifestations menées par des jeunes ont été éclatées à travers le Maroc, alors que la colère grandissait face à la décision du gouvernement de construire des stades de football pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030, plutôt que d'améliorer les services publics et de s'attaquer à la crise économique. Le point sur l'actualité. Bienvenue sur Télé 50. Ituri, violation de l'accord de paix d'Aro 2 signé en juin dernier par la milice Codeco. Cet accord prévoyait une cessation des hostilités. Malheureusement, 14 personnes déplacées hébergées sur le site de Ro en Ituri ont été tuées ce jeudi matin lors d'une attaque attribuée à cette milice Codeco. Les victimes, principalement des agriculteurs, ont été exécutées alors qu'elles se rendaient au champ dans la localité de Mazé. Des témoins ont rapporté que les miliciens ont tendu une embuscade, ouvrant le feu et mutilant certaines victimes à l'arme blanche. Le bilan reste provisoire en raison de la difficulté d'accès à la zone et cette attaque a provoqué une panique générale sur les sites de Ro qui hébergent des milliers de déplacés. La société civile locale et les autorités coutumières appellent à une intervention d'urgence des forces armées de la République démocratique du Congo pour sécuriser la zone. Aucune réaction de l'armée n'a été enregistrée jusqu'au début de cet après-midi. Lors de sa visite mercredi à Boma, la première ministre Judith Suminho a parcouru plusieurs sites pour expérimenter la situation sur le terrain. Elle en a profité pour annoncer des mesures importantes visant à relancer l'économie et à améliorer le quotidien des habitants de cette ville du Congo central. Crispin Chibikoufwa. La première ministre a débuté sa journée du mercredi par une visite du port de Boma, autrefois considéré comme l'un des poumons économiques de la RDC, aujourd'hui en faillite. Elle a pris l'engagement ferme de poser des actes nécessaires pour le retour des activités dans ces ports. Tozalaki na bino na port na keko visiter service à contrôle technique ya OCC ezape pona kotala ndenge nini tokoko sala que ba service wana lelo ezongela musala na ndenge sengeli comme ça ba véhicule kokakoya awa na port total à peine to robongisa pour on attrape ba travailleurs on attrape bazana ba mikakatano ebele tozo solola na vice premier ministre ya transport na batu ya on attrape poto kokakosilisa ba problème et puis on attrape ko kene liboso. Dans la même dynamique, Judith Suminho a annoncé que le gouvernement va lancer les dialogues entre les partenaires privés, notamment ceux du secteur brassicole, en vue de la réouverture des usines en cessation d'activité, comme c'est le cas avec la Braliment. Cette usine doit être redynamisée pour offrir de l'emploi aux Bomatraciens, a-t-il martelé. Boma, traversé par les rivières Kalamou et Lovo, est régulièrement frappé par des inondations meurtrières. La première ministre a promis des mesures préventives. Naebi que Villa Boma, ezana ba problème infrastructure ebele. Awa nayoki rivière Kalamou pe balobi il faut ko draguer. Na moniti sikoyo eloko salamité, na pesi instruction na ministre ya infrastructure. Asalam ndenge nyonso to ekoki po apesa gouverneur po atokoka kosala dragage wana avant bambula ekoma makasi pona kokoka soulager population ya Boma. Judith Suminho a également évoqué les efforts du gouvernement pour la stabilisation du taux d'échange. Dans les domaines des infrastructures sportives, la chef du gouvernement a confirmé que le financement pour la construction du stade de Boma est déjà mobilisé. Les travaux devaient être lancés en collaboration avec
le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Judith Souminois a longuement échangé avec la population de Boma, recueillant leurs doléances et réaffirmant son engagement à apporter des réponses concrètes. Clôturant sa visite à Boma, Judith Souminois a inspecté les nouveaux bâtiments des cliniques universitaires de Boma. L'accompagnement du Centre du commerce extérieur, CCI, pour la promotion du commerce numérique et du régime commercial simplifié RECOS, qui accorde plusieurs facilités, mais aussi la dématérialisation du guichet unique intégral. Ces sujets étaient au centre des audiences accordées par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. La République démocratique du Congo va désormais bénéficier d'un appui du Centre du commerce international CCI, basé à Genève pour promouvoir le commerce numérique, le régime commercial simplifié RECOS, qui accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers et aux populations vivant le long des frontières, mais aussi la consolidation de la dématérialisation du guichet unique intégral du commerce extérieur, CEGUS RDC, pour améliorer la transparence et la traçabilité des opérations d'importation, d'exportation et de transit. C'est l'une des retombées de la réunion technique ce jeudi à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya et la délégation du Centre du commerce international CCI, chapeautée par Vanessa Erobobo, directrice de la division du commerce durable et inclusif. Donc le fruit de la rencontre en mai dernier en Suisse entre le ministre du Commerce extérieur et la directrice exécutive du CCI, Pamela Koch-Hamilton. Également, le CCI va appuyer l'organisation à Kinshasa dans les mois qui suivent du forum sur le développement des chaînes de valeur dans le secteur minier, en mettant l'accent sur le grand projet de l'industrie des batteries électriques et dans le secteur agricole, a fait entendre Vanessa Erobobo. C'était sur le sujet de collaboration entre le Centre commerce international et le pays de RDC pour développer les chaînes de valeur. Une équipe mixte d'experts a été mise en place pour élaborer une feuille de route objectif à accélérer la matérialisation de ces promesses. Par ailleurs, le développement du commerce régional et le long du corridor de Lobito avec la promotion des investissements privés dans le secteur de l'agroalimentaire, un corridor qui relie les régions de la République démocratique du Congo, le nord-ouest de la Zambie et l'Angola aux marchés commerciaux régionaux et mondiaux via le port de Lobito. Ce point a été au centre d'une réunion technique ce mercredi 1er octobre 2025 entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya et Porva Karkar, analyste politique principal au Centre européen de gestion des politiques de développement basé aux Pays-Bas et en Belgique, et c'est à présence du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des exportations, ANAPEX, Mike Tambwe. Les ONG actives dans le secteur électoral en République démocratique du Congo se sont réunies autour de la CIMOCEL pour évaluer le processus électoral, identifier les forces et faiblesses du fonctionnement de la démocratie et formuler des recommandations en vue des prochaines échéances électorales. Après plusieurs plaidoyers organisés à Kinshasa et en province en faveur du processus électoral, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections à RDC CIMOCEL ne baisse pas les bras pour l'amélioration des processus électoraux pour les années à venir. C'est dans ces cadres qu'elle a organisé un atelier avec les ONG évoluant dans les domaines électoraux en vue d'évaluer ces processus en RDC, faire un véritable état des lieux du fonctionnement de la démocratie au regard des difficultés observées pendant les 3 cycles électoraux déjà réalisés au pays. Faisons un état des lieux à la fois sur les aspects politiques et institutionnels, comment les institutions fonctionnent, à la fois sur le niveau économique, à la fois sur le niveau sécuritaire et sur le niveau social. Parce qu'il faut retenir que les élections ont pour mission de doter un pays des animateurs des institutions qui sont stables et qui travaillent pour donner des solutions aux problèmes de la population. Et actuellement, nous sommes en train de vivre une véritable turbulence où on a l'impression que autant les institutions sont perdues et autant la population est perdue et que la confiance entre les institutions et la population sur la capacité des institutions à répondre au développement du pays et à protéger la population, cette confiance est en train de se briser. Et donc, en tant que société civile, nous avons cette mission de nous retrouver pour évaluer la situation, essayer de faire l'état des lieux et faire des recommandations à ceux qui dirigent. Pour rappel, après le débâcle électoral de 2023 où les élections se sont déroulées pendant plusieurs jours dans certaines provinces, la CIMOCEL a déjà présenté plusieurs réformes axées sur l'amélioration de ces processus pour que les élections puissent réellement servir au peuple congolais.
Après avoir pris part à l'ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale du Olomami, le gouverneur Marmon Banza Mouloumé est allé reconforter les 36 blessés de l'accident de circulation survenu à Kipassa, à environ 150 km du chef-lieu de Kamina. Le drame a eu lieu sur la nationale numéro 1 et les victimes sont prises en charge dans un centre hospitalier de la place. Après avoir participé à l'ouverture de la session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, présidée par l'honorable Basile Moulé-Bachinuich, président de l'Assemblée provinciale du Olomami, ce 30 septembre 2025, le patron de la province du Olomami, honorable Banza Mouloumé Marmon, étant proche de sa population, s'est rendu à l'hôpital général de référence de Kamina pour assister les victimes de l'accident routier survenu sur la route nationale numéro 1, tronçon qui passe à Kanyama. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Marmon Banza a reçu les explications du médecin directeur sur l'évolution de santé des accidentés. Le chef de l'exécutif provincial a condamné avec dernière énergie les comportements de certains conducteurs qui prennent à la fois les personnes ainsi que les marchandises. Après l'ouverture de la session ordinaire de septembre avec le honorable président, nous avons été obligés de passer à l'hôpital, vérifier nos concitoyens qui ont été victimes de la mauvaise foi des transporteurs qui transportent les marchandises et les personnes. Les marchandises commencent à tuer les personnes. Nous sommes venus voir quelques concitoyens, quelques frères et sœurs qui ont quand même survécu à cet accident, mais nous nous sommes rendus compte qu'ils sont bien pris en charge par le médecin de l'hôpital, que nous remercions en passant. Le président de l'Assemblée les a aussi remerciés. Mais nous avons des larmes aussi. Nous demandons à nos frères transporteurs de prendre des options, soit se transporter des personnes ou transporter les marchandises. Surnommé papa social par sa population, Marmon Banza Mouloumé était aussi au chevet d'autres malades internés à l'hôpital général des références de Kamina. Le centre de production agricole du service national situé à Lovo a un besoin urgent en infrastructures d'irrigation pour nourrir les sols et optimiser les rendements de la saison 2025-2026. C'est ce qu'a affirmé mercredi le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, commandant du service national en inspection sur ce site de près de 500 hectares à une centaine de kilomètres de Kinshasa. Vu du ciel, il s'agit d'un paysage des cartes postales, d'une terre prête à germer et à donner les meilleurs produits de la terre qui existent. Nous sommes à Lovo, dans les Congo central, à une centaine de kilomètres de Kinshasa, au site du service national, qui ne demande nulle autre chose si ce n'est l'exploitation agricole. Les engins sont déjà à l'œuvre pour l'exploitation de cet espace de plus de 500 hectares. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, commandant du service national, tâte les sols fertiles de Lovo, mais qui ne reçoit pas assez de pluie pour cause les microclimats qui impactent le travail de la terre. Les sols, Lovo, le sol est formidable, il est bon. Mais le problème, c'est le climat. Il y a un microclimat qui s'est créé ici. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Nous avons vraiment un problème de pluie. Un défi à relever, d'autant que Lovo est à une centaine de kilomètres de Kinshasa et à près de 40 kilomètres avant d'atteindre la route nationale numéro 1 via Kimpese. L'irrigation peut changer la donne sur place et offrir au Congo central et à Kinshasa les produits agricoles essentiels pour garantir l'autosuffisance essentielle dans cette partie du pays. Pour avoir de très bons rendements, il faut l'irrigation. L'irrigation, c'est plusieurs millions de dollars. L'accessibilité est facile, nous sommes à 30 km de la route nationale numéro 1. Donc si on produit ici rapidement, on peut amener à Kinshasa. Les défis restent énormes. Un bac à fort tonnage pour la traversée des engins agricoles, des routes des dessertes agricoles, un plaidoyer donc lancé auprès du gouvernement de la République appelé à investir dans ces domaines porteurs des croissances qui est l'agriculture. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik en a également profité pour visiter l'atelier des menuiseries ouvert par les services nationaux à Kimpese qui produit des meubles qui seront bientôt distribués aux écoles.
En politique, John Banza Lunda réitère sa loyauté à Félix Tshisekedi, haute autorité de référence de l'Union sacrée. Le ministre de ZTP l'a dit après avoir signé la nouvelle charte de l'Union sacrée en présence du secrétaire général de cette méga plateforme au pouvoir. De retour de sa mission dans le Congo central aux côtés de la première ministre, le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banza Lunda a pris part ce jeudi à une cérémonie politique au siège de l'Union sacrée de la nation. Il y a signé la charte de cette plateforme, réaffirmant ainsi son engagement aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa réaction, le ministre a insisté sur le caractère déterminant de cette adhésion. Le président a une vision pour notre pays, mais au-delà de la vision, il est en action. Il est en action, il construit notre pays. Je suis un témoin privilégié dans le secteur que nous gérons, mais ici je suis un citoyen qui a décidé de l'accompagner pour que notre pays soit construit. Et donc, politiquement, nous sommes du bon côté de l'histoire. Il a souligné que sa démarche dépasse ses responsabilités institutionnelles. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle parce que nous, au moins, nous avons le privilège d'accompagner celui qui amène le Congo vers son vrai destin, à savoir une vraie et une véritable puissance au sein de l'Afrique. Pour John Banza Lunda, la journée du 2 octobre marque une étape symbolique. La cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire général de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata, et qui a salué cette réaffirmation de confiance au leadership du chef de l'État. Par ce geste, le ministre John Banza Lunda confirme son ancrage dans la vision présidentielle et sa volonté d'œuvrer aux côtés de l'Union sacrée pour la consolidation de l'action publique et la reconstruction nationale. La force défensive de l'UDPS, une structure regroupant les jeunes du parti présidentiel, salue la médiation de l'autorité de référence ayant permis de mettre fin à la fronde entre deux camps protagonistes. Dans une déclaration, elle demande à l'exécutif du parti de confirmer le docteur Emani Dioko comme président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. On écoute leur déclaration lue par le porte-parole et chargé de l'ECOFIN, Rokin Kongolo. Avons suivi avec une attention soutenue l'audience accordée par la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre a débouché sur des mesures courageuses et salvatrices, orientées vers le retour à l'unité, à la paix et à la tenue d'un congrès, gage du bon fonctionnement de notre parti. La force d'offensive salue avec admiration la clairvoyance et la détermination de la haute autorité du parti. Nous adressons particulièrement nos félicitations au secrétaire général Augustin Kabuya Tshilombo, véritable rempart de la loyauté et du patriotisme, dont la sagesse et la vigilance préservent le parti de toute dérive et assurent sa stabilité. Par son dévouement constant et son sens élevé du sacrifice, il incarne la fidélité au combat du président Étienne Tshisekedi Wamulumba de Res Mémoire et au leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous rendons également hommage au secrétaire général adjoint Deo Bizibou Balola, dont la rigueur, l'esprit de patriotisme et la capacité d'écoute reflètent l'image d'un parti discipliné et visionnaire. La force défensive de l'UDPS demande au secrétaire général de l'UDPS de confirmer le docteur Emani Dioko dans ses fonctions du président de la Ligue des jeunes de l'UDPS afin de consolider la stabilité et l'efficacité de cette structure essentielle. D'inviter les ministres honoraires, Dr Yves Bunkoulou, à rejoindre la convention démocratique et permanente au sein du parti et à contribuer de manière constructive à la cohésion de notre famille politique.
Et puis cette bonne nouvelle en santé, 13 malades d'Ebola ont été déclarés guéris dans la zone de santé de Boulapé au Kassai, a fait savoir le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique et de l'Institut national de santé publique lors d'un point de presse jeudi. En effet, depuis la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola le 4 septembre 2025, dans la zone de santé de Boulapé, la RDC a enregistré 64 cas probables, 53 cas confirmés au laboratoire et 42 décès, dont 11 des cas probables et 31 décès des cas confirmés, avec 68% de taux de létalité et 13 personnes guéries, a déclaré le professeur Christian Gandou. Nous avons au total enregistré 64 cas qui comprennent pratiquement 11 cas probables et 53 cas qui sont confirmés par le laboratoire. Et à cet effet, nous utilisons le laboratoire d'INRB, qui est le laboratoire de référence pour le pays. Et de ces 64 cas que j'ai évoqués, nous avons 42 décès. Les 42 décès, bien sûr, ils comprennent 11 décès probables qui ont été identifiés et 31 décès qui sont confirmés. Et lorsqu'on va faire des analyses en rapport avec soit en incluant les cas probables, en incluant les excluant, par rapport aux cas probables, nous avons plus ou moins 66% de létalité dans la réponse. Et lorsqu'on essaie de voir les décès seulement en fonction des cas confirmés, nous avons 58% de létalité. Mais ce qui est aussi bien que nous pouvons porter à ce niveau, c'est que nous avons des guéris. Plus d'une dizaine de guéris, donc 13 guéris dans la réponse jusqu'à présent. Ça démontre au moins qu'avec la Mpox, la maladie est avec nous, c'est vrai, dans notre pays, à Boulapé, mais il y a quand même des cas qui s'en sortent, ce qui est déjà une très bonne chose, et que ça converge au moins avec les efforts que les différentes équipes font sur terrain. C'est que c'est depuis le 29, ça fait maintenant 5 jours, que nous n'avons plus eu à confirmer un seul cas. On n'est pas encore en train de dire qu'on a contrôlé l'épidémie, mais nous pensons que soutenir les efforts dans ce sens-là, ça nous permettra vraiment d'aller dans le bon et arriver à contrôler l'épidémie. Direction le Maroc, où les manifestants du collectif GZ 212 lancés fin septembre ont dégénéré près d'Agadir, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Ces jeunes réclament des réformes dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la lutte contre la corruption, illustrant l'engagement croissant de la génération Z dans l'espace public. Au Maroc, les manifestations de la génération Z ont pris une tournure dramatique. Depuis le 27 septembre, le collectif Gen Z 212 mobilise des milliers de jeunes à Casablanca, à Tanger, Tédouane et dans plusieurs autres villes. Ils réclament des réformes dans la santé, l'éducation, la lutte contre la corruption. Mais les rassemblements ont été marqués par de graves incidents. À Lalia, près d'Agadir, 2 personnes ont été abattues lors d'une attaque contre une brigade de gendarmerie. Les autorités évoquent un acte de légitime défense face à une tentative de vol d'armes et d'incendie. Les bilans officiels fait état de près de 300 blessés, de 400 interpellations et de nombreux véhicules incendiés. Quelques jours auparavant, c'est Madagascar qui avait connu un mouvement similaire. Là aussi, de jeunes ont exprimé leur colère contre la pauvreté, les coupures d'électricité et la corruption. Face à la pression populaire, le président Andry Rajoelina a dissous le gouvernement, une décision sans précédent depuis le début des manifestations. Les autorités ont instauré un couvre-feu et plusieurs affrontements ont été signalés. Mais qui est la génération Z? Ce sont des jeunes nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Ils ont grandi avec Internet et les réseaux sociaux, ce qui leur permet de s'informer et de s'organiser rapidement. Ces dernières années, elle a multiplié les mobilisations pour le climat, contre les inégalités, ou comme au Maroc et à Madagascar pour exiger de meilleures conditions de vie et plus de transparence. De plus en plus, la génération Z devient un acteur visible de la contestation sociale, même si ses fondateurs et ses leaders restent souvent anonymes, comme dans le cas du collectif Maroc Gen Z 212. Son mode d'action témoigne d'une nouvelle manière de faire de la politique horizontale, rapide et largement appuyée sur le numérique. Si la génération Z fait entendre sa voix en Afrique, d'autres contestations émergent en Europe. En France, des manifestations sont attendues aujourd'hui contre la réforme des retraites.
Un mouvement porté surtout par le syndicat et les travailleurs, mais qui montre que la colère sociale n'épargne aucun continent ni aucune génération. Allez, on va terminer en beauté. Si vous avez le temps, vous pouvez aller à la clé des châteaux pour participer à l'événement, le festival Piano de Kinshasa, initié par David Chongo, est déjà à sa 4e édition. Il a commencé le 27 septembre et se clôturera le 9 octobre. Fondé en 2021 et organisé par le studio 1960 ASBL, ce festival s'est imposé comme la première rencontre musicale en Afrique consacrée au piano sous toutes ses formes. Il constitue une vitrine exceptionnelle pour les pianistes congolais et africains, tout en attirant des artistes de renommée internationale. Gaëtan Koubaborandi nous en parle. C'est un festival d'un tout autre genre qui, depuis quelque temps, arpente les rues de Kinshasa, fait vibrer la ville au rythme du piano, met en lumière les nouveaux talents et offre un moment d'évasion et de détente musicale de haute facture. Les artistes sont parfois striés sur le volet et viennent des 4 coins du monde. Le festival piano de Kinshasa conquiert de plus en plus le cœur des mélomanes. Bienvenue à l'ouverture du festival piano de Kinshasa de l'édition 2025, c'est la 4e édition. Sous le thème Artistic Self-Energy, et c'est avec l'énergie d'Ngolophone et David Clément qu'on veut commencer cette soirée. On va présenter donc Opéra Congo, donc c'est une première ici à Kinshasa. Le festival piano de Kinshasa est aussi un moment de rencontre et de réflexion autour de la musique avec des sessions live à travers la République, en salle ou dans des espaces libres. Le festival piano de Kinshasa est aussi un moment de rencontre et de réflexion autour de la musique avec des sessions live à travers la capitale, en salle ou dans des espaces libres. On a plein d'événements, on a encore des concerts en fait qui vont se passer dans les rues et dans les salles. Comme je disais ici à la Clé des Châteaux, la Wallonie-Bruxelles. On sera aux partenaires à Matongé et à Bandal, à Place Capella et au Toison d'Or. Après, il y aura des conférences, il y aura des ateliers, il y aura des Kuzu Live Sessions, donc des sessions live suivies par des discussions avec les artistes à la bibliothèque de la Wallonie-Bruxelles et encore beaucoup d'autres surprises. Depuis sa fondation en 2021, le projet s'est affirmé comme un espace d'expérimentation unique, explorant les manières de décentrer les pratiques artistiques internationales et de les ancrer dans la complexité urbaine et sociale de Kinshasa. La thématique de cette édition est Artistic Self-Energy. On aurait bien voulu entendre quelques sons de notes musicales avec le piano. Qu'à cela ne tienne, c'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Place au rappel des principaux titres. 14 personnes tuées en Ituri. Les victimes, principalement des agriculteurs, ont été exécutées alors qu'elles se rendaient au champ dans la localité de Mazé. Il s'agit des déplacés hébergés sur le site de Ro en Ituri, tués ce jeudi matin lors d'une attaque attribuée à cette milice Codeco. Lutte contre le virus Ebola. Le pays a totalisé 5 jours sans nouveau cas enregistrés. Déclaré depuis le 4 septembre 2025 par le ministre de la Santé, la République a à ce jour enregistré 53 cas confirmés, 42 décès et 13 guéris. Une mise au point de la situation a été faite ce jeudi par le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique, Christian Gando. Et au Maroc, ce sont les premiers décès signalés depuis que d'énormes manifestations menées par les jeunes ont éclaté samedi à travers le Maroc, alors que la colère grandissait face à la décision du gouvernement de construire des stades de football pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030 plutôt que d'améliorer les services publics et s'attaquer à la crise économique. Merci d'avoir suivi cette édition. L'info reste en continu sur votre chaîne. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Programme des funérailles du feu honorable Lutongo Chikambi Venance. Vendredi 3 octobre 2025, après-midi, accueil de la dépouille mortelle à l'aéroport international de Kolwezi, départ de l'aéroport vers la résidence familiale 6 sur numéro
2599 avenue Mukwemba, quartier d'Ilungu, commune d'Ilala, puis direction vers la morgue de la GCM. Le soir, recueillement au domicile familial de 19h juste à 6h juste, veillée mortuaire à la résidence familiale, culte, animation folklorique, Luena Louvalé, Divar, Asondef, Luanzolo Mikuba, Buluba Ibukata, Minungu. Samedi 4 octobre 2025, 10h juste, mise en place terminée à l'esplanade du Cercle Manika à Kolwezi. 10h30, arrivée de la dépouille mortelle à l'esplanade du Cercle Manika à Kolwezi. Début de la cérémonie, présentation du programme par le protocole, culte, oraison funèbre et témoignages, recueillement et dépôt des gerbes funéraires selon l'ordre protocolaire. 12h30, levée du corps pour l'inhumation au cimetière Cité des Anges. 13h juste, arrivée au cimetière Cité des Anges, dernier hommage, mise en terre. 14h30, retour à l'esplanade du Cercle Manika pour un bain de consolation, la famille.